Bien, chers amis, j'ai envie de dire chers amis, bien sûr, je devrais dire chère Bette, ex-présidente du CEPF également, je devrais saluer Martin Vetturli, président de l'école, je devrais saluer Jean-Claude Badou, ex-président de l'école, évidemment mes collègues, ma famille. Mais j'ai réalisé en lisant la liste des inscriptions que dans le fond, il y a une quantité de gens ici présents qui sont des amis ou des proches ou des gens avec qui, à un moment donné, j'ai pu partager une partie de mon parcours. Et je remercie beaucoup Lies pour cette description très émotionnelle pour moi, parce qu'on voit la quantité de choses qui sont passées, qui n'auraient été bien sûr impossibles sans vous tous. Donc merci beaucoup d'être là, merci de me soutenir dans cette dernière épreuve, finalement, dans l'existence du laboratoire. Alors je vous informe que ma famille est présente ici au premier rang, deuxième rang. Donc vous serez priés à la fin de défiler pour donner les hommages, mais sans serrer la main. J'ai hésité concernant le titre de cette leçon. J'ai pensé que j'allais l'appeler « 30 Years of Rock and Roll ». Ça aurait été pas mal, mais bon, finalement, j'ai préféré quelque chose qui m'amènera, vous verrez pourquoi, dans le domaine du western. Et c'est cette question de Underground, The Last Frontier. Pourquoi The Last Frontier? Eh bien parce que c'est bien sûr ce qui a été le mot-clé, en quelque sorte, du développement du western, de la conquête de l'Ouest au XVIIIe siècle essentiellement, avec cette idée d'un autre, un ailleurs, meilleur, différent, des opportunités, des possibilités de découverte, des choses nouvelles, de la créativité. Et je crois que c'est exactement ce qu'on va retrouver maintenant dans le sous-sol. Et c'est exactement le thème d'ailleurs du workshop de cet après-midi. Et je remercie infiniment Lies de l'avoir organisé, parce qu'on abordait justement ces questions sur l'Ouest de Last Frontier. Il s'agit ici d'une peinture qui a été commandée pour le Capitole aux États-Unis, qui date du milieu du 19e siècle. Eh bien, 100 ans plus tard, les roches sont toujours là, figurez-vous. Nous sommes ici à Monument Valley, j'y suis allé je ne sais pas combien de fois, parce que j'ai eu la chance de passer, comme Lies l'a mentionné, 3 ans à Tucson, à l'University of Arizona, à Tucson. Et chaque fois que des amis venaient me rendre visite, eh bien, on prenait la voiture et puis on allait à Monument Valley. Donc, c'est très proche de moi. Les États-Unis, c'est très proche de mon cœur aussi, puisque avec Feu, mon ex-femme, Laurence, on y est allé ensemble avec un tout petit bébé, mon fils Romain qui avait 3 mois. Et puis, c'est là qu'est née notre fille, Julie. Donc, c'est beaucoup de souvenirs. Et j'ai envie de dire, les États-Unis, c'est aussi l'occasion pour moi de me forger un certain nombre de compétences, bien sûr, mais aussi de qualités. J'ai adoré l'esprit des pionniers que j'ai retrouvé aux États-Unis et cette capacité à faire les choses, à innover, à aller de l'avant, à tester. Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie. Et puis surtout, d'accepter de faire des fautes. Parce qu'on fait des fautes, mais là-bas, ces gens, ils disent « Ah bon, ok, on fait une faute, on recommence, on y va ». Je crois que ça a été très utile pour mon développement personnel. Donc, une présentation qui va, comme tous les bons professeurs, faire 45 minutes, donc accrochez-vous, mais qui sera structurée en 4 parties. En gros, c'est le quoi, le pourquoi, le comment et le qui. Mais si on prend une approche plus Old Tucson style, et qu'on se rapproche de mon thème ici sous-jacent, je pourrais appeler la première partie « Once upon a time in the underground ». Vous connaissez tous ce fameux magnifique film avec une musique extraordinaire. La deuxième partie pourrait s'appeler « A Fistful Reason to Go Deep ». Donc, pour une poignée de dollars. La troisième, ce serait « My Darling Geomechanics ». Il faut que je parle de mon amour quand même pour la science, pour la géomécanique. Ça va nous amener, rassurez-vous, il y aura très peu d'équations, il n'y a pas de souci à avoir. Et puis, pour le bout, on va parler de gouvernance quand même un peu, parce que vous l'avez appris, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et je voulais avoir quelque chose d'orienté vers le futur. Et vous voyez, pourquoi pas ce magnifique film très récent de World to Come, j'espère que vous l'avez tous vu, qui non seulement fait honneur aux femmes, mais en plus adresse un regard plutôt optimiste sur l'avenir. Le film se passe aussi dans les mêmes années. Mais
pour ce 4e thème, j'ai eu une hésitation, vous voyez, on parlait de gouvernance, et je me suis demandé si j'aurais pas plutôt dû appeler ça « Gunfight in the Organization ». N'est-ce pas, vous connaissez le film Règlement de compte à Hockey Corail. Des fois, je me demande si la gouvernance ne tient pas plus de ça. On verra ensemble plus loin. Commençons par le commencement. Once upon a time in the underground. Vous voyez ici un échantillon de roche, une coupe à travers une roche qui a été prélevée dans un forage profond dans le nord-est de la Suisse, à Bullach. Là, nous sommes à 1364 mètres de profondeur et ça fait partie des travaux d'exploration pour le stockage des déchets nucléaires. Alors, ce qui est très intéressant, vous l'aurez entendu cet après-midi pour ceux qui étaient au colloque, Lies, je m'adresse à Lies, mais je ne sais pas où il est posé. Où est-ce qu'il est assis, Lies? Lies et son groupe sont hyper actifs dans toute une série d'approches scientifiques du stockage des déchets. Et puis moi, je me trouve de l'autre côté, je conseille les cantons concernés en essayant de critiquer les rapports qui sont écrits par la NAGRA. Vous voyez, alors c'est assez sympa, on essaie de ne pas trop se parler pour ne pas mélanger les conflits d'intérêts. Donc prenons le début. Once upon a time in the West, j'ai envie, vous comprendrez pourquoi, de remplacer ça par Neuchâtel. Ça a été dit. D'ailleurs, Lies, il y a eu quelques dialogues avec ma femme Marie-France ici, échanges sur les photos, et c'est pas impossible que vous retrouviez les mêmes photos dans ma présentation. Alors, du coup, pourquoi Neuchâtel? Je suis né là. Alors bien sûr, c'est la plus belle ville de Suisse. J'aurais pu son château, ici, sur la gauche, son port, sa tour de l'Office fédéral des statistiques, son église catholique, parce qu'on n'est pas aussi sectaire que ça, on accepte quand même les autres. Et puis le stade de foot, bien sûr, construit par mon cher ami Laurent Janinaska, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. J'aurais pu faire ce film avec Patrick Depreux, avec son hélicoptère. Il ne me l'a pas offert, donc j'ai dû prendre Google Earth. Dans les années 60, vous reconnaissez cette photo que vous venez de voir. J'étais là avec ma mère, mon grand frère Jacques André, qui est ici. Où est-ce qu'il est? Il est assis là, juste devant. Voilà, ça c'était moi. Et puis mon petit frère, qui n'était pas encore sur la photo, il est aussi par là. Et il manque bien sûr un personnage très important. Pourquoi? Parce que c'était le photographe. Et mon père était un fanatique de Rolleiflex 6.6, vous voyez. Et d'ailleurs, c'était drôle, chaque fois qu'on voyait mon père, il était comme ça, vous voyez. Et il faisait du 6.6, il faisait des bonnes photos. Et donc j'ai dû aller piquer une photo de mon père à l'heure de son mariage pour pouvoir le mettre comme ça sur la photo. Et mon père était très fier de sa Peugeot 203. Et il était encore plus fier du court numéro de plaque. Parce que quelqu'un qui a un court numéro de plaque, c'est quelqu'un qui conduit depuis le début pratiquement. Et on ne va pas m'apprendre. Et il nous emmenait sur toutes les routes de Suisse. Vous voulez vous dire, mais Laurent, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Eh bien, parce que les routes de Suisse, c'est ce que je vais traiter maintenant. Au même moment, il y avait un type qui sautait tous les obstacles. C'est ce que j'appelle, moi, un visionnaire. Je pourrais faire une présentation uniquement sur les visionnaires. Il y en a beaucoup dans la salle, mais c'en était un. Vous l'avez reconnu? Hans-Peter Tschudi. Le Conseil fédéral, pour ceux qui me regardent depuis les États-Unis en ce moment et qui essayent de suivre en français ma conférence, le Conseil fédéral fait chaque année une course d'école. Ils sortent. Alors, vous voyez ici, par exemple, il y a Ernst Brugger. J'ai eu la chance de participer à un conseil d'administration avec son fils, d'ailleurs, par la suite. Il y a Nello Celio, par exemple. Ici, derrière, il y a Pierre Grabert. Vous voyez les régions linguistiques de Suisse qui sont respectées dans la composition du Conseil. Magnifique. Mais revenons sur Hans-Peter Tschudi. Il développe un système de sécurité sociale. Le premier trouve que la Confédération pourrait donner de l'argent aux universités, ce qui était quand même assez nouveau. Il crée, avec une autre personnalité dont on parlera tout à l'heure, l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Pour ça, on doit quand même lui être reconnaissant. Il crée le Conseil supérieur de la science. Il entre dans la Constitution la notion de protection de l'environnement et il contribue très fortement à la création du réseau des autoroutes en Suisse. C'est quand même pas mal. Et alors voilà à quoi ressemblait, en 1958, le réseau des routes nationales.
Vous pouvez retrouver un peu en rouge, on voit ces réseaux importants, en noir, etc. Et on retrouve la fameuse croix fédérale, la N1 et la N2. Là, on parle toujours de la croix fédérale. Alors regardez Neuchâtel. On ne sait pas trop comment Neuchâtel va être relié au réseau. Et c'est absolument passionnant. J'étais tout petit enfant, c'était un sujet à la fête des vendanges. Il y avait des chars fleuris qui reprenaient cette notion comment traverser Neuchâtel. Peut-être qu'en ayant si peu de moyens, Neuchâtel a évité une catastrophe. C'est intéressant des fois de prendre son temps pour réfléchir. Le gouvernement est venu avec une variante, c'est facile, on va mettre l'autoroute sur le lac. Bon, tous les urbanistes ici, tous les citoyens commencent de voir ce que j'ai en tête, là, n'est-ce pas? Alors bien sûr, ils n'ont pas fait ça aussi stupidement. Ils ont dit non, devant le port, vous voyez, on va faire un tunnel quand même. Après, on va faire un remblai, et puis il y aura une grande tranchée, bien sûr, pour que les autoroutes, les routes soient quand même un peu en présence de la lumière. Parce qu'à l'époque, on est en 1960, il y a des gens qui ont dit on va générer de la claustrophobie si les tunnels ont plus de 1,4 km de longueur. Donc, et vous voyez la connaissance ici des autoroutes. Bon. Alors là, un groupe de citoyens, puisqu'on était déjà participatif en 1960, on n'était pas encore en 68, mais presque. Donc on est participatif, et un groupe de citoyens a dit non, il y a une solution bien meilleure. On va traverser par le centre. C'était la solution centre. Il y a même un ancien conseiller fédéral, dont je tairai le nom, qui faisait partie du comité de soutien de cette variante. Elle est plus facile à réaliser, moins chère, ce sera plus rapidement fait, et puis ça va correspondre aux attentes, puisque les gens pourront sortir de l'autoroute pour aller acheter des choses dans les magasins de Neuchâtel. Mais vous voyez la représentation des choses. Alors bien sûr, comme on n'arrive pas à décider, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? On fait voter. Et le peuple refuse. Je me suis beaucoup amusé en préparant cette leçon d'honneur. J'ai été relire toute une série de vieilles feuilles d'avis de Neuchâtel. Au cas où vous l'ignoriez, tout a été maintenant scanné, documenté. Vous pouvez accéder à tous les exemplaires depuis 1800, je ne sais plus combien. Donc, on reprend le travail et on arrive en 1973 avec une solution de tunnel. Donc, un tunnel, vous le voyez ici, et c'est ça qui était proposé finalement par le Conseil fédéral, par la Confédération, avec l'appui du canton. Et finalement, la ville de Neuchâtel a dit, bon, alors si vous avez les moyens, pourquoi pas? Et ça s'est fait comme ça. Et je crois qu'on a évité le pire ici. J'ai la chance d'avoir connu un des ingénieurs qui a joué un rôle majeur dans ce projet, qui est Marcel Bourquin, il se trouve être mon cousin. Il a été important pour moi aussi pour motiver pour le génie civil. Il y a sa sœur qui est là, qui m'a motivé pour la guitare, Francine, merci beaucoup. Et il y a aussi dans la salle d'autres gens qui m'ont motivé, comme M. Kostic, qui est quelque part. On pourra en parler pendant l'apéro. Donc, construction, elle a duré 13 ans, 1980 à 1993. L'inauguration en 1993, c'est-à-dire 33 ans après les premiers plans. Et puis maintenant, on a la plus belle ville de Suisse, une fois encore, n'est-ce pas, Neuchâtel. Moi, je suis sponsorisé un peu par l'Office du tourisme, et j'étais obligé de placer le produit, vous voyez, quelquefois. Donc, going deep était la solution. Mais maintenant, la question, c'est how deep is deep? Et pour répondre à la question how deep is deep, si on regarde un trou, vous avez vu un sinkhole. Vous avez déjà vu ça, 20 mètres de diamètre, 90 mètres de profond. Guatemala City, un sinkhole. How deep is deep. Pour ça, on a besoin d'aller regarder un peu la composition de la planète Terre. Et vous la voyez ici, avec son noyau intérieur, extérieur, son manteau, et la croûte, entourée d'un petit rond rouge. Si on compare la Terre à une pomme, la croûte, c'est même pas la peau de la pomme. Donc c'est quelques dixièmes de millimètres, c'est vraiment très très peu de choses. Alors, on va maintenant zoomer sur cette croûte, parce qu'en fait, c'est là que j'ai passé une bonne partie de mon activité professionnelle de chercheur, c'est à essayer de travailler sur cette croûte. Donc, je n'ai pas travaillé sur grand-chose. Alors, on zoome dessus et on voit que la croûte terrestre, ici, est formée d'une croûte qu'on appelle continentale, qui
qui a une épaisseur qui varie entre, disons, 35 et 70 km d'épaisseur. Il y a une autre croûte qui s'appelle la croûte océanique. Vous voyez, elle est un petit peu plus dense, mais elle est un peu moins épaisse. Elle fait à peu près 5 à 10 km d'épaisseur. Elle repose sur le sommet, si vous voulez, du manteau, qu'on appelle le manteau lithosphérique. Et le tout forme à peu près des plaques entre 0, vous voyez ici, vous avez une partie là qui a 0, et 200 km en gros d'épaisseur. Ça, ce sont les plaques. Je vais revenir sur la notion de plaques tectoniques tout à l'heure. Et voilà la plus grande profondeur à laquelle l'être humain est allé et a pu obtenir un échantillon de la Terre, 12 km. Et figurez-vous, il y a un seul forage dans le monde entier. Donc sur cette grande Terre, et là j'ai des médecins dans la salle, hein, c'est quand même dingue. C'est comme si la seule connaissance que tu avais de moi, c'est à peu près 1 millimètre de ma peau à un endroit de mon corps. Donc pour vous dire, le hit parade des grands succès de l'être humain, c'est ces fameux 12 km, c'est en Russie que ça a été obtenu, assez vieux, c'est en 1965. On a ici les mines d'or d'Afrique du Sud, à Gauteng. On a, un record suisse, le tunnel du Gothard, on est quand même à 2450 mètres de profondeur. Il y a une grotte qui se trouve en Géorgie, en Abkhazie, qui a été découverte dans les années 60, et tout récemment, on a réussi encore à trouver quelques mètres en plus, et les spéléologues, j'aimerais pas y aller parce que je suis un peu claustro, sont allés jusqu'à 2223 mètres de profondeur. On retrouve ici un site de stockage de déchets nucléaires en construction actuellement en Finlande, 520 mètres. Ici, c'est le métro en Corée du Nord de Pyongyang avec 110 mètres. Ils se font la bourre un peu avec les Russes parce qu'entre Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a des stations de métro qui sont à peu près à cette profondeur. Et puis, on a ici l'Opéra de Sydney avec son parking bien connu qui atteint à peu près 37 mètres de profondeur. On a vu de notre collègue Perrault qu'on va aller plus loin maintenant. Mais quand même, de combien on discutait cet après-midi? 50 mètres? Allez, on fait les enchères? 50? Tout ce qui est construit, les fondations. Je ne parle pas des fondations, non, je parle d'espace accessible par l'être humain, une cinquantaine de mètres. Donc vous imaginez ça. Qu'est-ce qu'on connaît véritablement de la Terre? La Terre, terra incognita. Et vous avez entendu cet après-midi Anne Eckart qui nous a parlé de la nouvelle stratégie du Conseil fédéral pour la gestion du sous-sol. Un des premiers thèmes, c'est mieux connaître ce sous-sol. Je pense que là, il y a un appel assez clair. Revenons aux croûtes. Les fameuses croûtes d'à peu près 200 km, ça forme des plaques tectoniques. Et j'aimerais partager avec vous une petite animation. Alors, ça va aller assez vite. On va voir depuis à peu près les 500 derniers millions d'années ce qui s'est passé. Puis je me suis donné la peine de dessiner un petit point en jaune sur la carte qui est le Sustec Convention Center. « 500 millions d'années, vous voyez, on était dans l'hémisphère sud. Ensuite, on voit des choses qui se forment là, 420 millions d'années. On ne reconnaît pas grand-chose sur notre planète. Là, on est à l'équateur, vous voyez. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des plantes exotiques qu'on retrouve dans les roches. Et puis là, tout à coup, regardez bien, il y a une séparation avec l'Amérique du Nord. Bing! Le rôle sexuel de la Floride, on pourrait en reparler aussi, mais on viendra une autre fois. Et ensuite, séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Vous voyez ça? Et tout à coup, à la fin, l'Inde vient se fracasser comme ça, bing, sur l'Himalaya. Waouh! Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voit ça, on arrive à un certain nombre de conclusions. D'abord, que ça ne va pas s'arrêter. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est à des autres échelles. Et moi, je disais à mon collègue Pario tout à l'heure que je vais faire un hommage à la géologie. C'est une échelle géologique. Et nous, dans notre petit esprit et notre petite vie d'humain, on n'a pas l'habitude de voir ces échelles de temps. Mais ça va continuer. Et bien sûr, là où ça frotte, il y a des choses qui se passent. Il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, etc. Pourquoi est-ce que je parle de ça alors que je suis professeur de mécanique des sols et que j'ai des travaux en souterrain dans la vision? C'est parce que ces plaques génèrent entre elles des très fortes contraintes horizontales. Et que ces contraintes, elles sont partout différentes.
Des fois, elles sont très fortes, des fois, elles sont moins fortes, et elles influencent la façon de dimensionner les ouvrages, et on est intéressé à connaître ces contraintes. Joachim, il est par là, hein, tu sais de quoi je parle. Hein. Et puis surtout, vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas repassé ça trop longtemps, il y a eu des périodes de glaciation. Il y a eu des moments où tout était recouvert de glace. Alors, je ne vais pas vous parler des 400 dernières millions d'années, mais prenons les 400 milliers dernières années. Voilà ici un graphe qui vous montre l'évolution de la température sur 400 000 ans. Et vous reconnaissez, vous avez aussi le dioxyde de carbone et le taux de poussière, mais ce que j'aimerais montrer ici, c'est que today, aujourd'hui, c'est le petit trait hein, sur l'échelle de mon graphique sur 400 000 années. On est maintenant dans une phase interglaciale qui s'appelle l'Holocène. Vous voyez une sorte de répétition là. Pratiquement tous les 100 000 ans, pour dire simple, il y a une nouvelle glaciation ou interglaciation. Je ne vais pas m'embêter avec les termes, hein, les géologues seront patients avec moi, je ne suis que ingénieur civil. Mais en gros, il fait froid tous les 100 000 ans. Donc dans 100 000 ans, s'il va faire froid, ça va être couvert de glace. Lausanne ici, la Suisse romande. Et voilà à quoi ça ressemblait 24 000 ans auparavant. C'est rien, 24 000 ans à l'échelle de la Terre. 1000 mètres de glace au-dessus de nos têtes. Bon, pourquoi j'en parle comme professeur de making des sols? Ben, c'est parce que ça a un effet important. Le fait que ces glaciers aient fondu ont laissé en dessous d'eux des sols qui ont été comprimés comme des dingues. Vous imaginez 1000 mètres de glace. Ces sols, ces moraines de fond, elles ont été hyper comprimées. C'est un super matériau pour la construction. Dès qu'un ingénieur tombe sur de la moraine de fond, yes, bingo. Il n'y a rien qui bouge là. Hein. Alors, il n'y a pas de tassement. Mais les moraines qui étaient sur le côté, vous avez tous vu ces vallées glaciaires, etc., qui étaient retenues par ces glaciers, hein, où il y a une espèce de croûte comme ça de sol sur les côtés des vallées. Vous enlevez le glacier. C'est le fluage des pentes qui a été justement important dans ma carrière et que j'ai suivi. Et maintenant, ce qui arrive avec le réchauffement qui continue encore en plus, c'est qu'il y a des parties de ces sols qui sont encore gelés maintenant. Après 24 000 ans, ils sont encore gelés. Mais pour combien de temps? Et donc, si vous avez un sol plein de glace, il est résistant. Mais si vous enlevez cette glace, il va y avoir des tassements, il va y avoir des glissements de terrain, etc. Donc, j'arrive à ce paradoxe de la température. Je vais à Zurich aux séances d'experts pour le stockage des déchets nucléaires. Je lis le journal Global Warming. Je m'asseye avec mes collègues géologues. Ils me parlent de l'érosion qui va être due au prochain glacier qui aura sur nos têtes et qui va éroder les roches de telle façon que nos sites de stockage nucléaire ils prennent le risque d'être à l'atmosphère. Parce que la demi-vie de certains matériaux radioactifs, on parle de 100 000, 200 000 ans. Pas 20 000 ans, hein 100 000, 200 000 ans. Donc, évidemment, comme au donné, il y aura de nouveau des glaciers. Les glaciers vont faire un rabot, on va revoter le tout et on va se retrouver là. Donc, vous voyez comment on peut avoir ce paradoxe. Donc, on a deux choses qu'il faut bien distinguer. On a un changement de température à court terme. On parle ici d'années à dizaines d'années, mais qui pourront avoir des effets beaucoup plus lointains, dont les causes essentiellement sont liées à l'activité humaine et dont les conséquences sont connues. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, on a un autre phénomène qui est plus lié à l'orbite terrestre, ces fameux cycles de Milankovitch, qui conduisent à d'autres effets, dont ceux que j'ai mentionnés. Alors on est toujours dans ces paradoxes de temps et je dis toujours à mes étudiants, regardez la géologie, regardez d'où on vient, parce que chaque terrain est différent, parce qu'il a été créé de manière différente, il faut comprendre d'où il vient pour mieux comprendre comment il va se comporter. Deuxième partie, a fistful of reasons to go deep. Bien sûr, pourquoi aller profondément? On a largement discuté cet après-midi pour ceux qui étaient présents au colloque. J'aimerais juste vous donner quelques raisons. La première, c'est l'espace. Je crois que c'est une ressource d'espace incroyable. Je ne vais pas donner les dernières réalisations de mon collègue Perrault, mais on peut parler par exemple du stade qui a été fait pour les Jeux Olympiques de Lillehammer. C'est un stade entier qui est dans la roche. Vous connaissez tous le Grand Louvre à Paris, c'est pratiquement emblématique des débuts. Vous êtes tous allés à Montréal. Et peut-être vous n'êtes pas allés au Valais, un des plus beaux cantons suisses après Neuchâtel. Parce que ma femme est du Valais, j'étais obligé de la placer.
vous connaissez cette église de Harogne? C'est une église complètement enrochée. Ça donne une ambiance extrêmement intéressante avec un effet comme ça qui est absolument passionnant. L'Opéra de Sydney, c'est ce que j'avais cité tout à l'heure, mais on a des ouvrages d'infrastructures routières, ici comme à l'autoroute 4 à Seattle. Cet après-midi, on a parlé de cargo souterrain, ce projet visionnaire de transfert des matières, des biens en tunnel à travers tout le plateau suisse. On a appris aussi à travers les Alpes, puisque les Tessinois devront être servis, hein, ça, j'aimerais pas les oublier. Et puis, il y a toutes sortes de gares souterraines. Alors, Think Global, Act Local, restons en Suisse, Zurich. Vous connaissez tous Zurich. Vous savez qu'il y a un grand projet à Lucerne. Ça va être extraordinaire. On va enfin sortir de ce cul-de-sac de Lucerne, etc. Berne est en train a fini le percement du tunnel pour la voie locale. Et je regarde la régie. Il y a un problème avec les slides, là, non? Bon, c'est bon, hein? Vous savez, il y a 10 ans, j'étais avec un groupe de visionnaires, dont un fait partie ici des invités, Francis-Luc Perret. Où est-il là? Tu te souviens, je crois que tu es un des premiers, avec Martin Schuller, qui est là aussi. Il est là quelque part, Martin Schuller. L'idée, c'était de faire une nouvelle ligne de chemin de fer, la Direttissima, en quelque sorte, entre Morges et Lausanne, qui passe sous nos pieds. Vous voyez, vous venez de Boston en avion, vous prenez le train à l'aéroport de Genève et vous arrêtez à l'arrêt EPFL et vous êtes ici dans la conférence du Systech Convention Center. C'est extraordinaire. Il y en a d'autres. Vous voyez ici, j'ai mis les noms de Daniel Mange aussi, qui nous a accompagnés longtemps, Olivier de Watteville, Dimitri Simos. Eh bien, ce projet a été rejeté par les CFF. Ils nous ont dit, écoutez, ça vient beaucoup trop tard. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, l'arrivée dans Lausanne, ce n'était pas évident, hein? La connexion à Lausanne n'était pas évidente. Alors on s'est dit, mais le plus simple, ce serait d'arriver tranquillement, comme ça, furtivement, sous la gare. Hein? Et puis on pourrait commencer. Bref, je ne vais pas vous vendre cette variante, mais tout ça pour dire qu'elle a été refusée, parce qu'on nous a dit, non, la gare de Lausanne, on sait faire, tout est fait, les plans sont prêts, c'est trop tard pour adapter, et voilà. Donc, une autre raison, bien sûr, d'aller au souterrain, c'est la préservation, c'est évident. Vous voyez ici un autre exemple valaisan du bois de Finge. L'autoroute va traverser ce bois de Finge. On ne peut pas imaginer d'aller avec la tronçonneuse. Donc, forcément, il y aura une solution en souterrain. Voici un exemple qui va plaire aux architectes aussi. Hein, c'est ancien. Mais regardez, comparez l'état de la voiture reine à droite avec l'état actuel. Il n'y a quand même pas photo. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Les ressources, évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En grande partie, bien sûr, les ressources en eau, hein, qui forment 80% de l'eau potable, se trouvent en souterrain et pas ailleurs. Les constructions, etc. On a parlé aussi cet après-midi du raw materials, qui sont tous ces matériaux nécessaires pour toute l'informatique, hein, les microchips, le silicone, etc. L'énergie, je donne juste quelques exemples ici d'une centrale géothermique en Californie, dont l'ensemble des 22 usines donne à peu près 1,5 gigawatts de puissance. C'est Leibstadt, hein, c'est quand même non négligeable, c'est des gros trucs. Récemment, on a été visité avec la Commission fédérale de géologie le forage qui s'est terminé fin 2022 à Lavé-les-Bains. Ça n'a pas donné exactement tout ce qui était espéré, mais il y a quand même beaucoup à faire. En réalité, pour faire simple, toute l'énergie qui vient géothermique et toute l'énergie qui vient du soleil, c'est largement suffisant. Et Jean-Louis Scardezzini est là. Ce n'est pas lui qui va me contredire, hein, pour le soleil. Voilà ici une caverne de stockage de pétrole, ici. Et puis les puits échangeurs. Vous savez, la plupart des bâtiments sont fondés sur des fondations profondes pour avoir accès à des matériaux solides. Eh bien, c'est comme un radiateur. C'est comme des pieds qui trempent comme ça dans le terrain, à température à peu près constante. Et pourquoi pas utiliser ça pour faire des échanges? Lies Lalouis nous a parlé tout à l'heure de ça. Et tu te souviens, on était tout au début de ces idées ici. Et sous nos pieds, ici, un ou deux pieux, je me souviens, quatre pieux sont équipés, et on doit remercier Francis-Luc aussi, qui a accepté l'idée qu'on utilise un bâtiment de l'école pour faire un test sur cette technologie. Et ça fait l'objet de plusieurs publications, d'ailleurs, intéressantes.
La sûreté aussi, on a parlé du stockage des déchets nucléaires. Voilà ici le dernier plan de ce qu'on pourrait faire en Suisse. On est à peu près à 700-800 mètres de profondeur. Temperature regulation. Je reviens, vous voyez ma bonne mine de vacances dans les Pouilles. Et qu'est-ce que je vois dans les Pouilles? Des moulins à huile du XVIIe siècle souterrains. Pour 2 raisons. 1, 17 degrés constant. Ça préserve le traitement des olives. 2, c'était l'or de l'époque, les olives. Il fallait éviter de se les faire voler. Donc, la meilleure façon, c'était d'avoir tout stocké en souterrain. Donc, vous voyez ces questions qui se regroupent. Puis, bien sûr, de manière plus contemporaine, c'est les data centers. Et là, vous avez des conditions aussi thermiques idéales pour développer ce genre de choses. Peut-être aussi un autre exemple qui va vous faire peur, mais que je trouve intéressant quand même, c'est le underground farming. Pourquoi pas faire des plans entiers, des fermes souterraines. Ici, c'est une des premières et plus grandes exploitations dans les souterrains de Londres, qui avaient été utilisés, les bunkers qui étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. On transforme ça maintenant pour produire des salades. Vous avez dans un magnifique ensemble de galeries en Suisse alémanique, il faut partir plus loin que Zurich, il faut traverser Wallenstadt, il faut aller presque jusqu'à Sargans. Et là, vous avez les galeries d'essai de Hagerbach. Et je rends hommage à Félix Amberg, qui est dans la salle, mon ami Félix, qui préside à tout ça. Eh bien, vous avez à l'intérieur ici des essais qui sont faits. Il y a une ombrelle générale sous la société Scout, dont fait partie aussi Liesla Louis. Donc, beaucoup de choses possibles. Et, last but not least, la science. J'aimerais quand même vous rappeler que le CERN, s'il est en souterrain, ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de place en surface. On aurait pu trouver un désert quelque part ou faire cet immense anneau. Il est en souterrain pour se protéger des rayons cosmiques qui, sinon, empêcheraient la précision des mesures qui sont faites au sein du CERN. Donc, on retrouve ici, à droite, tous les topics qui pourraient être des objets de recherche pour le souterrain. Je ne vais pas vous faire la liste, je ne vais pas vous lire la liste, vous pouvez le faire vous-même. Mais en gros, c'est Socrate. C'est connais-toi toi-même. Vous vous rendez compte, on est sur ce bout de caillou qu'on connaît si mal. Et si on le connaissait mieux, on saurait d'où on vient. On saurait peut-être un peu où va la planète, peut-être pas nous, mais la planète. On comprendrait toutes sortes de choses. Donc c'est un plaidoyer cet après-midi pour dire oui, allons vers cet espace, cette last frontier que constitue l'underground, essayons de mieux le connaître pour toutes sortes de raisons. Troisième partie, je vais peut-être être plus rapide dans les 2 dernières parties, je vous rassure. My Darling Geomechanics. On me dit que Martin Kern est dans la salle. Est-ce que c'est vrai? Il est là? Ça a été un de mes étudiants de doctorat. Il travaillait à Davos sur les avalanches, au SLF. Et il développait, avec un sponsoring des assurances, un système de sauvetage pour les avalanches, pour les gens qui sont pris dans une avalanche. C'est un sac que vous avez sur le dos avec un ballon gonflable. Donc, dès que vous êtes pris dans une avalanche, bon, pas n'importe quelle avalanche, ça ne marche pas toujours, mais vous êtes pris dans l'avalanche, vous tirez comme un parachutiste un bouton et vous avez ce ballon qui se gonfle derrière. Et ça vous permet de rester à la surface. Eh bien, ça n'a rien à voir avec le fait que vous flottez. Ça n'a rien à voir avec des différences de densité. L'homme ou la femme et le ballon pèsent plus lourd que la neige. Donc normalement, il doit s'enfoncer. Archimède ne sert à rien, c'est pas Archimède. C'est quoi la différence? C'est la taille. Il y a des fois où la taille compte. Vous voyez. Donc c'est la taille. Et le gros bloc fait que les petits, ils tombent de chaque côté. Petit à petit, le gros bloc arrive en surface. Tous les paysans, il y a des paysans dans la salle, savent que les pierres remontent. Mais elles ne remontent pas parce qu'elles sont plus légères. C'est un phénomène de micromécanique. C'est l'effet noix de coco, quand vous recevez une cargaison de maïs depuis l'autre bout du monde. Tous les noix de coco qui ont été mis en place aussi dans le silo, elles arrivent avec la vibration. Après la traversée de l'océan, elles sont en haut. Donc ça m'a amené, grâce à lui, à faire de la micromécanique. C'était extrêmement intéressant. Mais en général, je m'occupe de sol. Vous avez vu ce dessin.
quand j'ai quitté mes fonctions de doyen, j'ai fait une grande fête. Et puis, Barrigue avait été invité pour faire des caricatures. J'en ai des beaucoup plus croustillantes que, bien sûr, je ne vais pas vous montrer, mais c'était intéressant. Et vous voyez que j'ai pris le soin, pour ceux qui nous suivent en langue anglaise, d'expliquer le jeu de mots. Hein. C'est comme avec Problème, qui va revenir d'ailleurs. Et si quelqu'un m'avait dit avant cette séance, ouais, le problème avec les leçons d'honneur, c'est qu'il y a 10 minutes de remerciements. Moi, j'ai envie de dire, il y a 45 minutes de remerciements. Et les premiers, c'est bien sûr Feu Édouard Recordant, qui était mon directeur de thèse, le directeur du labo, ça a été dit, et François Desqueudres. J'ai juste rajouté ici, bien sûr, quelques souvenirs de musique avec François. Ils m'ont énormément apporté à comprendre le cycle de production scientifique. Vous voyez, si vous partez tout en haut de l'observation et qu'on décrit ensemble qu'est-ce qui est nécessaire pour le développement de la science, vous essayez de vous regarder ce que font les autres, est-ce qu'il y a des exemples, quelles sont les hypothèses que je pourrais formuler, et puis vous expérimentez. Ça, c'est super important. Ensuite, vous analysez, non, bof, ça ne marche pas. Vous révisez vos jugements, vous essayez de vous faire une idée, et ce grand scientifique, c'est mon petit-fils, Mathis, que j'ai eu la chance, figurez-vous, d'avoir comme étudiant dans mon cours de making des sols, puisqu'il est étudiant en génie civil. Il n'a pas été complètement dégoûté de la profession encore. Je plaisante. D'ailleurs, j'aurai une citation sur la plaisanterie tout à l'heure qui va rappeler des choses à Martin. À mon avis, il y a un mot-clé que je vous encourage à analyser, c'est le mot sérendipité, n'est-ce pas ? Et ça a accompagné beaucoup de ma vie. Et sérendipité, ça ne veut pas dire le hasard des choses qui arrivent comme ça. Ça veut dire cette capacité qu'on développe à saisir les occasions qui se présentent. Donc, on change d'avis peut-être, on change de méthode expérimentale, on s'adapte. La sérendipité est très importante. Elle m'amène à un autre dicton que j'emploie très souvent, qui vient de Sénèque, qui dit en gros, il n'y a pas de vent favorable pour un marin qui ne sait pas où il va. Certains d'entre vous ont fait de la navigation. Si vous allez de Lausanne à Genève, les vents ils peuvent être très différents. Ça ne vous empêche pas d'atteindre Genève. Si vous dites, moi je vais en vent arrière. Imaginez, vous partez de Lausanne et vous allez en vent arrière. Ah bon ? Ça va aller vite, hein, vous pouvez mettre le SPI. Vous avez le SPI en continu là. Vous allez où ? Donc j'aime bien cette affirmation, ça pousse un peu à développer des visions. Par contre, les qualités qu'on attend de scientifiques sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, dans la créativité. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans la science. Revenons à l'observation. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mis sur ce thème du glissement de terrain que vous voyez à droite, mais c'est un truc qui m'a été un peu suggéré par mon professeur Recordant. C'est un glissement lent. Et à gauche, c'est le glacier du Rhône. Franchement, ça vous parle ? N'importe qui voit ça se dit « Ah, il y a quelque chose ». Et là, je tombe sur un collègue, Theo Engel, qui me dit « Écoute, Laurent, il y a une conférence à l'EPFL d'un type qui a l'air super, il s'appelle Colum Banhoter, et il est venu présenter la conférence, on est presque tombés amoureux l'un de l'autre, quoi. » J'ai montré mon problème, il m'a montré ses équations. Son bouquin, c'est un bouquin de maths. Hein. Alors, si jamais vous voulez vous endormir le soir, lisez Theoretical Glaciology, c'est que des maths. Mais c'est passionnant comme c'est fait. Et puis, Colum Banhoter, il m'a tout appris pratiquement sur la recherche scientifique, et en particulier sur les publications, en était très efficace. Et puis, comme j'arrive à la fin de ma thèse, j'aurais voulu, non pas, parce que ça c'était des différences finies, c'était de la viscosité, je voulais aller plus vers des méthodes d'éléments finis, et j'avais un grand respect pour avoir lu un bouquin d'un gars à Tucson qui s'appelle Chandrakant Desai. Il avait écrit ce bouquin Elementary Finite Element. Vous voyez, c'est une technique qui consiste à diviser en petites parties encore solides, et au lieu de résoudre les équations d'équilibre sur l'entier, vous faites une simplification par les petites parties, puis après vous assemblez le tout, quoi. Il faut être ingénieur pour faire ça. Et c'est des ingénieurs qui ont créé ça. Après, les mathématiciens se sont mis, et je vous avouerai que j'arrive même plus à suivre maintenant les écrits. Il y a encore Timoshenko qui faisait des trucs fantastiques. Là. Après, quand on parle de Hughes, par exemple, je commence à arriver aux limites de ma science. Mais
Chandra Khan développait ça. On a été extrêmement actifs, donc merci beaucoup à Chandra, il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec ce premier doctorant que j'ai eu aux États-Unis, qui est Naresh Samtani. Je lui fais un petit coucou, je ne sais pas où sont les caméras. Il nous regarde depuis les États-Unis, on s'est encore échangé hier. I say hi Naresh, take care. Un autre homme qui m'a beaucoup influencé dans ma carrière professionnelle, c'est Félix Darve, professeur à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Parce que dès que je suis arrivé comme jeune professeur, j'avais quoi, 34 ans, 35 ans, il m'a téléphoné, il a dit « On a un groupe de laboratoires, les meilleurs laboratoires de géomécanique d'Europe. On se réunit une fois par année. Est-ce que tu voudrais être membre du board pour, en quelque sorte, diriger un peu les travaux qu'on fait ?» Et ce que j'ai appris de manière extraordinaire dans ces réunions qui se passaient à Ossois, donc dans les Alpes françaises, une colonie de vacances perdue vraiment, les doctorants venaient avec les profs et c'était une transparence totale. J'ai envie, Martin, d'appeler ça « open science ». On présentait des résultats qui n'avaient pas été publiés. Je pense que maintenant, je regarde l'IS, est-ce qu'on pourrait encore faire ça maintenant? Donner des idées aux collègues de choses qui n'ont pas encore été publiées? Non, maintenant, c'est ça le truc. Et c'était vraiment très productif. Et il y a beaucoup des doctorants du labo qui ont passé par là. Et bien sûr, merci l'IS. Je n'ai pas réussi à retrouver cette photo de toi magnifique, avec son beau complet, qui arrive à la gare de Lausanne. Je suis allé le chercher. Il est tout mince, tout innocent. Il vient comme postdoc, il vient de l'ENS en France. Et on peut dire qu'on a une collaboration extrêmement productive. Je crois que c'est un des meilleurs engagements que j'ai fait dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de bons engagements. Je me suis planté aussi quelquefois. Mais, alors on a publié, et on a publié, et on a publié. Et là, je vous montre que les livres et les journaux référés. Je ne vous montre pas les conférences. Mais surtout, on a fait justement ce bouquin, et merci beaucoup, Lies, tu as été vraiment instrumental pour ça. Je continue avec les remerciements. Thank you, Mr. President. J'ai failli avoir dans la salle les 3 présidents encore en vie. Malheureusement, Patrick Ebicher vient de m'envoyer un message, il est retenu à Genève, il ne peut pas venir parmi nous. Mais vous avez connu Maurice Cozandet, et Maurice Cozandet, j'en suis très reconnaissant, parce que non seulement il a développé les PFL, qui est important, mais il a permis d'épouser ma deuxième femme. Marie-France connaissait très bien Maurice Cozandet, et puis au moment où il commençait à y avoir quelque chose entre nous, elle est allée le voir, puis elle a dit « Dis donc, tu connais ce prof à l'EPFL qui s'appelle Laurent Vuillet ?» Je ne vous mens pas, c'était moi. Puis il a dit « Tu peux y aller. » Alors, merci Maurice. Grâce à lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Bernard Vito, c'est lui qui a lancé une annonce dans les journaux en disant « On cherche un professeur de mécanique des sols. » Vous voyez ? Et puis, Jean-Claude Badouk arrive, c'est lui qui a présidé la commission de nomination. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir nommé prof. Et on continue d'avoir des relations ensemble, bien sûr, dans toutes sortes de grémiums, dont la fondation des Bois Chamblards. Puis bien sûr, Patrick Ebicher, qui a joué un rôle très important parce qu'il m'a fait confiance. Peut-être une notion à retenir aussi, c'est lui qui a dit « Mais allez, développe maintenant cette faculté, va et procrée pratiquement. » Je vais lui mettre des traits christiques tout à coup. Puis bien sûr, Martin Wetterli, vous l'aurez compris, si vous ne le savez pas, autant vous le dire tout de suite, parce que maintenant que je ne peux plus me faire foutre dehors pratiquement, et puis j'ai fait ma carrière, c'est un ami d'enfance. Donc, il me connaît très bien. Et puis, alors chaque président a apporté quelque chose dans l'école. Je les remercie tous ici, collectivement. Et j'aimerais pas oublier les étudiants de doctorat. Ça a été mentionné déjà. J'aimerais juste parcourir un certain nombre de choses sur un thème qui m'est très cher, qui m'a été appris aussi par les prédécesseurs. C'est cette dualité, ou cette complémentarité, plutôt dire, entre la théorie et l'expérience. Je suis un très grand fanatique des deux. Ni l'une ni l'autre, les deux ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des expériences? Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'espace, il faut des labos, il faut des halles, il faut des infrastructures, il faut beaucoup de matériel, des équipements, des choses qui coûtent aussi assez cher. Il faut des techniciens de laboratoire. Je regarde exprès le président de l'école. Il faut une infrastructure humaine qui gère tout ça. Et devinez quoi? Ça coûte très cher. Pour faire de la modélisation, il faut une plume, un papier. Il faut un ordinateur, bien sûr, à l'heure actuelle. Il faut bien sûr aussi du temps. Ça ne coûte pas très cher. Et vous pouvez publier autant. Je dirais même, vous pouvez publier plus en faisant de la modélisation que de l'expérience. Et devine ce que font les universités dans le monde?
J'ai un franc, je le mets là où ça rapporte le plus. Voilà. Donc c'est un plaidoyer pour l'expérimental, c'est très important. Toute la science, depuis l'histoire des sciences, s'est développée sur l'expérience, donc à ne pas mentionner. Donc on se met à modéliser, puis là j'ai cette pensée pour Einstein qui dit une chose fondamentale, c'est que quand on modélise, il faut que ce soit aussi simple que possible, mais pas plus simple que ça. J'adore cette expression, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais on est en 1933, c'est une retranscription. Parce que le sol, c'est vachement compliqué, quoi. Il y a des grains, il y a de l'eau, il y a de l'air, et puis tous ils sont en train de bouger. Alors bien sûr, tu m'as enlevé le slide emblématique qui est la citation la plus célèbre du professeur Vuillet à l'EPFL. Donc c'est tous ces problèmes liés à l'eau. Il y en a une autre que je montre très peu souvent, tu pourras l'utiliser pour la suite de tes cours, Yes, c'est solution. Parce que si l'eau, elle crée les problèmes, en général, c'est en traitant l'eau qu'on arrive à trouver des solutions. Mais là, vous voyez, on approche à cette notion de couplage thermo-hydromécanique. L'eau et le sol, c'est la partie mécanique au centre et la partie hydraulique en haut. Mais il y a tous les problèmes thermiques, que ce soit avec des températures élevées, mais que ce soit avec du gel aussi, vous le verrez. Les problèmes de chimie, on l'a entendu cet après-midi, et biologiques. Voilà ici un petit honneur à ma première doctorante, qui était une femme ici à l'EPFL, Françoise Geiser, elle est dans la salle. Elle a travaillé sur la suite des études qu'on faisait sur les sols non saturés, avec beaucoup de mérite. Je vais un peu insister sur l'expérimental, bien sûr, parce que je ne vais pas vous mettre beaucoup d'équations. François Huot, qui est là aussi, qui a développé une presse avec notamment des mesures ultrasoniques, une presse très compliquée. Je crois que c'est le doctorant qui m'a fait le plus stresser, parce que ça a pris tellement de temps à construire cet appareil qu'au bout de 2 ans et demi de thèse, il avait encore produit 0 résultat. Et vous savez, c'est 3 ans à peu près une thèse, 3 ans formé. J'étais un peu comme ça, je dis, mais on va y jamais arriver. Puis alors bien sûr, après, quand tout marchait, parce qu'il testait tout avec une rigueur scientifique, il a produit une quantité de science incroyable. Ça, c'était vraiment un très, très beau souvenir. Ça s'est suivi par cette presse justement dynamique avec Émilie Rascol, qui est, je crois, aussi dans la salle, sur les problèmes de comportement cyclique des sols. Et puis, avec Azad Kolidji, là, on a fait des trucs incroyables grâce au Paul Scherrer Institute, qui est un laboratoire de recherche dans un des 4 instituts de recherche du domaine des EPF, où on a réussi à faire une expérience mécanique dans à peu près 6 cm de diamètre, un petit échantillon, et qu'on a pu voir avec des transmissions de neutrons qui permettait de faire des expériences également en situation humide, donc avec de l'eau, de l'air. Et vous avez ici un résultat. Et ces grains que vous voyez, ce n'est pas des grains de sol, c'est des grains de sol. Ce sont des agrégats de grains de sol. Donc on a pu observer leur déformation, leur rupture. C'était vraiment une thèse intéressante. Un autre exemple ici de Fathia Bouchlaghem, ça c'était intéressant parce que Fathia Bouchlaghem, ce n'était pas son truc. J'ai dit, si vous voulez faire une thèse EPFL avec moi, faites pas seulement de la théorie, mais aussi de l'expérience. Alors elle s'est mise à faire ces expériences d'injection de microciment dans les sols fins. C'est très difficile d'injecter un fluide avec des particules solides à travers les tout petits trous qu'il y a entre les grains, surtout si les grains sont très petits, les trous sont très petits. Et donc on a développé ici toute une expérimentation pour le voir. Mais elle, son dada, c'était ça. Hein. Donc... non, mais j'ai repris sa thèse ces derniers jours. C'est vraiment impressionnant. Merci Fathia pour ces développements. Puis l'homme que vous voyez caché derrière ce gros appareil, c'est Michel Disley. Lui, c'était le fanatique du gel-dégel des sols. C'est le plus grand connaisseur en Suisse de cette thématique-là. Il est malheureusement décédé et il a fait sa thèse à 65 ans. Il était à la retraite, il est venu vers moi, il m'a dit « Est-ce que tu accepterais de diriger cette thèse? J'aimerais faire depuis longtemps ce truc. » Et on l'a fait, et c'était vraiment intéressant. Il a développé un appareil très compliqué, je passe les détails, mais en verre. Vous voyez ce que les médecins appelleraient un endoscope, hein, je pense. Il a fait un système de micro-caméra pour aller observer, en même temps que l'échantillon de sol gelait, donc avec un gonflement, et dégelait avec les... il a fait un film, il fait toujours des films, où je n'ai pas eu le temps d'accélérer tout ça. Je suis en train de dépasser mon temps de parole. Je me tourne vers l'organisateur et le président. Est-ce que j'ai droit à du temps additionnel? Merci Martin. Donc vous voyez ici, ça, en noir, c'est une lentille de glace. Et elle fond parce que la température augmente. Et sous la lentille de glace, vous voyez la formation d'une lentille d'eau. Et bien sûr, je vous passe la théorie. On parlait d'intelligence artificielle cet après-midi. Voilà une autre recherche que j'ai faite avec Frédéric Majorat, qui est aussi un des directeurs de Serranville et qui est dans la salle. Et là, j'ai peut-être fait une erreur avec lui.
on a fait plein de recherches sur les réseaux de neurones, puis après, on a vu qu'on ne voyait pas vraiment l'ajout de connaissances qu'on pouvait apporter dans ce domaine, et on l'a orienté vers un autre sujet. Donc il a fait une thèse sur un autre sujet, mais ça c'était intéressant. Regardez comment on fait dans un glissement de terrain. On a un glissement de terrain, on essaie de le connaître. Ici, il s'agit d'un glissement de terrain à Orve. Alors il y a quelques connaissances qui sont de là. Il y a Urs, je crois qu'il y a Marcus aussi. On les voit. Urs, je crois que tu es en rouge là sur le slide. On fait une modélisation et on obtient une prédiction. On a développé ce qu'on appellerait maintenant la façon intelligence artificielle. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Vous voyez, c'est quand la date d'application 2000 ? Ça fait 20 ans. Et donc, avec des réseaux de neurones, on a arrivé à faire la prédiction du mouvement sur onde de pente. Et après, on a fait une étape de plus. On dit, mais pourquoi pas combiner le meilleur des deux mondes ? Par exemple, pour simuler un glissement de terrain géomécanique, j'ai besoin de connaître les pluies futures. Comment je peux connaître les pluies futures en faisant des réseaux de neurones pour prédire les pluies? Donc j'introduis comme input des informations additionnelles qui viennent des réseaux de neurones et que j'intègre après dans le modèle géomécanique. Ça a été une série de publications intéressantes qu'on a fait ensemble. Et aussi avec Rafal, qui est dans la salle aussi, imaginez des essais faits dans les sols avec des sondes qu'on enfonce dans les sols, qui nous donnent des informations. On rajoute une interprétation par des perceptrons à multicouches. On rajoute avec, et ça a été dit dans la conférence de cet après-midi, des ensembles synthétiques de données qui ont été générés par des calculs d'éléments finis pour arriver à obtenir les paramètres de matériaux. Je devais avoir 18 ans quand je ne sais plus qui m'a fait lire ce bouquin. Et des fois, je suis un peu stupide, je lis comme ça des bouquins. On était à la plage récemment et j'ai lu ce magnifique livre sur le dernier livre de César, qui est un livre de géochimie de l'atmosphère. Mais j'aime bien, sur un transat, lire des choses comme ça. Là, j'avais 18 ans, je crois, 17, 18. Vous connaissez sans doute ce bouquin du célèbre biologiste Jacques Monod. J'ai appris après qu'il avait piqué le titre à Démocrite. Ça veut dire à peu près la même chose. Pourquoi je vous cite ça? C'est parce que tout ce que j'ai monté jusqu'à maintenant, c'était du déterminisme. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même une partie aléatoire dans les choses, c'est ce hasard qui m'a amené à développer toute une série de réflexions, mais là je vais pas aller dans le détail. J'ai enseigné la gestion et l'analyse de risque pendant des années ici, avec ce fameux diagramme que j'ai montré toujours à mes étudiants. Je suis en train de me dire que peut-être que pour ma vie future, parce que j'ai encore une longue vie, je vais transformer l'analyse de risque en analyse d'opportunité. Ce ne serait pas si mal, parce qu'en réalité, c'est très similaire, comme les deux faces d'un yin et d'un yang. Alors bien sûr, dans la vie, vous savez, certains sont plutôt risques qu'opportunités. Il y a des banques, d'ailleurs, en Suisse, très célèbres, qui seraient une illustration de où on met le poids dans la gestion. Mais peut-être que ça va m'occuper. Par exemple, c'était le slogan de la commission extraparlementaire sur les dangers naturels que j'ai eu le plaisir de créer il y a longtemps. C'était d'arrêter de résister uniquement aux dangers qui se présentent, mais d'avoir une véritable analyse de risque complète. Voilà, j'arrive à la dernière partie. Il y aura surtout des citations, ce sera encore plus court. Mais voilà une citation d'Alphonse Karr. Plus ça change, plus c'est la même chose. Et vous lisez ici la citation du patron d'un grand groupe d'ingénieurs qui dit, dans le fond, quand je regarde comment les gens fonctionnent sur les chantiers, ça n'a pas tellement changé depuis les 50 dernières années. Si vous regardez la productivité du secteur de la construction, en comparaison de tous les autres secteurs, construction en bleu, tous les autres secteurs en rouge, mais c'est catastrophique, on n'a pas fait un seul progrès. Si vous regardez le taux de digitalisation, avec sur un graphe en abscisse, ici vous avez la croissance de production, et puis en ordonnée, vous avez un certain indicateur du taux de digitalisation. Où est la construction? Avec l'agriculture, avec la pêche, vous voyez. Bon. Notre secteur est complètement fragmenté. Une des premières choses que j'ai fait quand j'étais doyen de la faculté ENAC, c'est de créer un groupe de contact avec les associations professionnelles. Je voulais me rapprocher de la profession. Et j'ai demandé à mon adjoint, tu peux me faire la liste, s'il te plaît, qu'on les convoque. 44 associations ont quelque chose à voir avec la faculté de l'architecture naturelle et construite. L'environnement naturel, l'architecture et construite. Et donc, j'aurais dû filmer la première séance. Les gens, ils se regardaient, ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Tous des acronymes, vous voyez.
Et chacun en nommait un président, chacun avait un bureau, chacun avait un directeur, chacun a développé des moyens pour faire un site web, et puis chacun voulait développer la profession, J'ai essayé, comme vice-président de la SIA, de lutter là contre, j'y suis pas arrivé. Ça, c'est un de mes échecs dans la vie. J'ai pas réussi à simplifier le système organisationnel du monde de la construction, et je pense qu'on en souffre encore maintenant. Les conflits d'intérêts, bien sûr, c'est très connu. À mon avis, on devrait faire quelque chose. Et j'aimerais citer un cow-boy, Will Rogers, qui était aussi un acteur de vaudeville. Et peut-être qu'on devrait arrêter, non? On devrait faire autre chose. Bien sûr, là, j'ai de l'humour, et c'est ça que je voulais dire. Tu m'entendras bien, Martin. Cette citation que j'aime bien sortir, c'est que des fois, n'est-ce pas, l'ironie et l'humour du désespoir. Mais il y a quand même des pistes. Voici un diagramme ici parmi tous ceux qu'on a développés au sein de Implenia sur l'avance de la technologie pour la construction. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça me laisse assez optimiste. Il y a une autre chose qui me laisse optimiste, c'est le développement des organisations. J'ai envie de dire que si elles étaient essentiellement centrées sur la finance, il y a quelque temps, elles s'orientent de plus en plus vers les ressources humaines. Et il y a ce maintenant nouveau centre d'intérêt sur ESG, donc environnement, société et gouvernance, qui peut-être va faire balancer un peu les balances autrement. Mais une des lectures qui m'a le plus impressionné, c'est ce bouquin. Qui a lu ce bouquin? Oh, personne? Peut-être une ou deux. J'étais en école de management à l'INSEAD, et puis on m'a fait rendu attentif à l'existence de ce bouquin. Ce sont des chercheurs américains qui se sont dit, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, elle n'est pas seulement bonne, mais elle devient excellente? C'est quoi ce saut qui fait qu'il y a vraiment un gain de qualité? Et un des messages dans ce bouquin, c'était « It's who gets on the bus ». Ça veut dire qu'on fait un voyage ensemble. Donc on prend un bus, et la question, ce n'est pas tellement exactement où on va, c'est qui on prend avec dans le bus. Ça a une influence énorme. Et j'ai toujours eu, comme vous le savez, beaucoup d'intérêt pour les ressources humaines. Vous avez aussi ici le staff étendu de ENAC à l'époque, avec les services centraux également. J'aimerais remercier Béatrice Bouy, qui était ma secrétaire, et Jean-Michel Giovannoni, qui était mon adjoint. On reconnaît aussi à côté de Béatrice, Madame Strickler, qui était la responsable des ressources humaines. J'ai eu avant elle Paul Jörg, qui est un excellent connaisseur des ressources humaines et un très bon flûtiste avec qui j'ai joué pas mal de jazz avec. Pour arriver à cette phrase, elle est un peu longue, là je vous laisse un peu de temps pour la lire. Souvent vous vous dites, mais quel con! Pourquoi il fait ça? Eh bien, réfléchissez bien, en général, il ou elle le fait par intelligence, parce que c'est dans son intérêt personnel. C'est parce que les règles sont mises de telle façon qu'il n'y a que ça à faire. Si un professeur de l'EPFL fait que de publier toute la journée, 2500 publications au bout de sa vie, parce qu'on l'a encouragé à le faire, parce que c'est comme ça que son salaire va tomber, etc. On voit bien qu'on peut, vous voyez, on peut influencer avec les règles internes la façon des gens de se comporter. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la gouvernance. 2-3 autres citations que je vais vous sortir aujourd'hui, c'est sur la gestion des systèmes complexes, qui a été quelque chose qui m'a beaucoup occupé. Des gens croient qu'on peut optimiser un système complexe en optimisant chacun de ses composants. C'est faux. Et si vous faites un projet de transport, de tunnel par exemple, il ne s'agit pas de donner à quelqu'un la géologie, puis à l'autre la génie civile, puis à l'autre de s'occuper de l'électromécanique, puis à un autre il va encore s'occuper... Non, il faut avoir des teams multidisciplinaires qui adressent la complexité dans son ensemble. Ça manque énormément. Autre citation sur les systèmes, c'est que plus les systèmes sont complexes, plus il faut que les règles soient simples. Parce que si un système a trop de règles, on arrive au gridlock. Il n'y a plus rien qui bouge. Et il y a même des règles qui sont contradictoires. Donc s'il vous plaît, messieurs et madame, les politiciens qui sont dans la salle, simplifiez. Simplifiez, coupez, enlevez, on n'en sera que mieux. Et c'est un message que je voulais passer.
un autre message également, c'est sur la compétitivité qui vient de la connaissance. C'est juste un clin d'œil pour me permettre enfin de remercier mes étudiants parce que c'était vraiment cool de les avoir. Ils sont là, une bonne partie, hein, vous êtes rassemblés. Vous vous retrouvez ici en Écosse, là, mais il y a des autres années qui sont là. J'ai eu énormément de plaisir, vous le savez, avec vous. Et vous les étudiants et vous, donc les futurs diplômés, vous êtes les vecteurs du changement. C'est vous qui allez amener l'innovation des entreprises. Vous allez amener des choses, des façons de penser autrement. Alors, résistez à vos futurs patrons. Quand vous dites, oh, là, tu as fait comme ça, maintenant vous faites comme ça. Non, vous dites, attendez, on m'a dit à PFL qu'on pourrait faire autrement. Et prenez votre place et innovez. Voilà, un autre cow-boy. C'est marrant, ce gars, il était en même temps tenancier de bistrot et juge. Moi, je trouve ça excellent. Hein, on a des avocats dans la salle, je trouve ça assez ironique. Une autre citation que j'aime beaucoup, qui est très philosophique. Ça, c'est l'Office des vins vaudois qui me demande de mettre ça. Voilà, je termine. Je suis désolé pour le retard. Et je voulais rester dans cet esprit du western et de la conquête et de la découverte de nouveaux territoires en citant quelque chose, en montrant quelque chose qui a à voir avec la musique. Vous savez que c'est très proche de mon cœur. Alors, c'est un orchestre ici. Et pourquoi j'ai pris cet orchestre, les Buffalo's Cowboy Bands? C'est parce qu'ils sont assez nombreux pour que je fasse une petite photomontage. Mais avant ça, j'ai dit, tiens, est-ce que je vais mettre le groupe High Five? J'ai dit non. Donc, merci Patrick, hein. Merci Laura, elle est dans la salle aussi, je crois. Le batteur est là aussi. David, Patrick, le bassiste, est en vacances. Mais j'ai dit non, on va rester dans le western pour me permettre de faire un petit photomontage. Alors bien sûr, c'est très personnel. Hein. C'est très personnel parce que la chef du groupe, évidemment, c'est une femme. Et c'est ma femme, Marie-France, que je remercie infiniment pour tout ce qu'elle m'a apporté pendant toutes ces années. Et vous voyez que moi, je me trouve dans une position quand même très inhabituelle. Je dois vous avouer que ça va être difficile. Mais il faudrait que je me relaxe un peu, hein, que je me laisse aller. Et puis donc je dis merci à ma femme Marie-France, merci à mes enfants, mes beaux-enfants, merci à mes petits-enfants. Vous voyez, l'avantage des couples recomposés, c'est que ça commence à prendre de l'allure. Hein. Merci à tous pour votre attention et une bonne vie à vous tous. Merci. Merci beaucoup. You're a prince as always, ok? Et je crois que c'est comme ça que je résumerai mon admiration pour Laurent. C'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai toujours fait partie de son fan club. Je suis le membre fondateur de son fan club, d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment, du plus profond de mon cœur, le remercier pour son amitié, parce qu'elle dure depuis très très longtemps et j'espère encore très longtemps. Mais évidemment, formellement, dans le rôle que j'ai ici, pour tout ce qu'il a fait pour le PFL, mais pas seulement pour le PFL, pour le rayonnement de l'EPFL, mais aussi ce qu'il a fait en Suisse et ailleurs pour le métier dans lequel il s'est engagé, ses publications, les étudiants qu'il a formés. Et je pense que Laurent est un exemple pour nous tous et j'aimerais vraiment te remercier pour ça. Et ça vient avec un petit diplôme dont je vais lire la dédicace. Merci beaucoup, Claudia. Et après, on pourra passer à l'apéro. Alors, la partie formelle, c'est que je lis la dédicace. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, sur proposition de la conférence du corps enseignant, décerne le titre de professeur honoraire à Monsieur professeur Laurent Vuillet. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement et à l'inspiration de multiples générations d'ingénieurs à travers ses enseignements, en particulier dans les domaines de la géotechnique et de l'analyse des risques. En qualité de directeur du laboratoire de mécanique des sols, il a piloté des recherches innovantes poussant les frontières de notre compréhension des géomatériaux et favorisant une approche multidisciplinaire permettant l'émergence et le développement de disciplines telles que la géomécanique environnementale et la géoénergie. Sa vision éclairée et son leadership ont été les fondements de la création et de la direction de la faculté ENAC, un foyer d'excellence éducative formant les esprits brillants qui continueront à forger l'avenir de l'ingénierie. Merci beaucoup, Laurent.
Merci. On va faire une petite photo. Wow. Merci. Merci à tous d'être venus, vraiment, merci beaucoup.